Salut tout le monde. Alors, on commence pile poil à l'heure, c'est parfait. Alors, on commence pile poil à l'heure, c'est parfait. On teste un nouveau décor pour ce soir, tout blanc, décor de cinéma. Vous me dites avant de commencer si vous entendez bien, s'il n'y a pas de problème de son et si l'image est correcte, parce qu'on a un peu de bruit autour. Donc, j'ai mis le casque exprès pour qu'on m'entende bien, mais si jamais ça fait du bruit donc c'est un peu dérangeant, vous me dites et on fera en sorte de tout couper. Donc apparemment, ça a l'air de fonctionner. Le son est bon, l'image devrait être pas trop mal non plus. Parfait, bon, super. J'attends encore 30 petites secondes, qu'il y ait un peu plus de monde en live, parce que vous êtes beaucoup d'inscrits ce soir. Donc on va faire en sorte que tout le monde soit, enfin que le plus de gens possible soient présents. Et puis on va démarrer du coup ce webinaire sur la concentration. Vous connaissez un peu le principe, c'est sûrement, j'imagine, pas le premier webinaire que vous faites avec moi et chez Focus. Donc, on a 1 heure ensemble, on a, on va dire, 20 minutes, une demi-heure d'explication pour moi un peu théorique ou de mise en pratique sur différents outils, différentes astuces, tout ça, qui seront ce soir vraiment très appliqués et très axés sur le terrain et l'entraînement. Je vais faire en sorte de proposer des astuces qui soient applicables à tous les sports, à tous les niveaux, sans être trop élitiste, ce que je fais souvent à parler beaucoup de sport de haut niveau ou sport professionnel. Si sur le chat, vous êtes pareil, vous avez des sports spécifiques ou des attentes par rapport à vos spécificités, habiletés, etc., vous me dites à côté, je vais faire un petit complément en live. Et après, on aura une bonne grosse demi-heure d'échange ensemble sur du coup vos questions particulières, sur vos besoins, vos attentes, et j'essaierai aussi de vous répondre au mieux par rapport à la thématique du jour. Marc sera avec moi aujourd'hui pour animer et donc faire le lien sur les différentes exos qu'on vous proposera, les différents bouquins, etc., pour qu'ils vous mettent le lien à chaque fois sur le chat. Qu'est-ce que je devais vous dire encore aujourd'hui? De ne pas oublier d'aller faire un tour sur le site de Focus qui est en train de changer et qui va, vous verrez, il y aura plein de nouveautés d'ici quelques semaines. Et surtout sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook Focus l'école de préparation mentale, où on met toujours en ligne dessus beaucoup de documents support, donc des documents qui sont en lien avec ce webinaire-là et les précédents et les futurs, et des liens également avec des outils, les tests, tout ça, nos exercices particuliers, des liens vers les bouquins que l'on sort bientôt chez Focus. Donc moi j'en sors un avec Olivier et un tout seul d'ici un mois. Donc vous aurez déjà en exclusivité les liens, les précommandes possibles. Donc bref, allez faire un tour sur le site, sur le groupe Facebook qui tourne, je sais, en ce moment très très bien. Vous êtes beaucoup à échanger entre vous, à partager des astuces, à partager des bouquins, des références, ça c'est top. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Est-ce que vous êtes plus nombreux? Je regarde le timing, il est 5, on peut démarrer, du coup ça vous va? Alors, ce webinaire-là fait un peu la suite du webinaire de la semaine dernière, où on a parlé de la concentration. Mais là, je vais être un petit peu plus appliqué et vraiment sur une démarche très terrain, enfin autant que je pourrais en tous les cas dans un webinaire comme ça en ligne. Je reprends les 5 astuces que je vous avais proposées la semaine dernière pour augmenter la concentration de vos sportifs sur le terrain. La première astuce, c'était de méditer. Je dirais rien de nouveau sous le soleil, mais par contre, c'est toujours très efficace. Donc, on verra après quelle méditation, comment, pourquoi, etc. Je vous ferai un petit topo sur ça. Deuxième astuce, c'était demander à vos sportifs à combien est-ce qu'ils se sentent concentrés, donc pour augmenter leur lucidité envers leur concentration. Troisième astuce, c'était d'imposer un entraînement sans râlage, sans bavardage, sans mouvement de colère, d'impulsivité et tout ça. Quatrième astuce, c'était de mettre en place des routines. Donc, pareil, on verra comment mettre en place au mieux les routines, sachant que c'est un travail qui est assez long, assez fastidieux finalement, et qui en plus demande de la personnalisation. Donc, c'est un vrai travail de préparation mentale, à mon sens, couplé à un vrai travail d'entraîneur. On est vraiment sur une double casquette, là, une double compétence. Et cinquièmement, augmenter l'intensité des séquences
comment dirais-je, sur les habiletés fermées. Donc ça veut dire augmenter la concentration ou le sérieux, la rigueur sur les séquences à habileté fermée, y compris pour les sports où il n'y a pas forcément d'habileté fermée. Il fallait trouver des astuces pour travailler les starts, les mises en action, les préparations d'entraînement, tout ça. Voilà. Donc je vais reprendre ces 5 astuces-là et vous donner du détail, de la finesse dans chacune d'elles. Alors, on commence par la méditation. Le principe est le suivant. Si vous faites pratiquer une méditation de 20 minutes à vos sportifs avant de démarrer l'entraînement, vous allez les mettre KO. Vous allez les fatiguer, vous allez les relaxer, les rendre beaucoup trop calmes, donc ça n'a aucun intérêt. Vraiment, à part pour des sports à extrême concentration et sans engagement physique intense comme des sports de tir, du bowling ou du curling ou les sports de tir en général, tir à l'arc, tous ces sports-là, ça peut être intéressant. Tous les sports avec une activité physique intense, ça ne sert à rien. Pour le foot-golf, Nicolas Caillé, je te réponds tout de suite, ce n'est pas non plus utile. 20 minutes, c'est beaucoup trop, parce qu'en foot-golf, il y a quand même beaucoup d'activité physique, beaucoup de travail de marche, etc., de concentration sur le pied droit, le pied gauche, machin, etc. Le jeu, donc, c'est trop. On réduit, pour ton sport, le foot-golf, on va pour un sport comme le foot, des sports comme le tennis, des sports, j'allais dire normaux, ce qui ne sera pas bien compris par tout le monde, donc je vais supprimer ça tout de suite. Cherche un exemple. En golf, classiquement, 10 minutes, c'est parfait. Voilà. Maintenant, pour un sport avec une plus grande décharge physique, une plus grande intensité énergétique et physique, 5 minutes, 2 minutes, ce sera largement suffisant. C'est une petite séance de mise en action de l'attention dans l'échauffement et dans l'entraînement. C'est largement suffisant. On va augmenter la durée de la méditation à 5-10 minutes si vraiment, pour le coup, il y a trop d'énervement, trop de brouhaha, que vos gamins arrivent pas concentrés pour un saut à l'entraînement, qu'ils sont énervés, que je ne sais quoi, etc., que vous sentez qu'il y a en fait trop d'intensité dans leur engagement émotionnel et physique, on le réduit un petit peu et on fait une séance un peu plus longue. Mais par contre, ça va vraiment les relaxer ou les relâcher physiquement. Donc préparez-vous à ce qu'ils soient un peu plus lents au démarrage de l'entraînement, qu'il y ait un peu plus un plus grand besoin pour eux de s'échauffer et donc d'être prêts physiquement. Donc pour moi, une séance de méditation avant l'entraînement pur, c'est 2 à 5 minutes. C'est largement suffisant. Et c'est pas une séance de méditation très compliquée. On va juste chercher à caler l'attention des sportifs sur leur corps, sur leur souffle ou sur les environnements extérieurs. Le bruit des arbres à côté, le vent qui vient sur eux, la sensation des pieds au sol sur le parquet du basket, sur le sol plus ou moins glissant, plus ou moins rêche, plus ou moins je ne sais quoi, du golf, du tennis, tout ça. Voilà, on se cale sur ça, on ramène autant que possible la qualité d'instant présent de vos athlètes sur l'environnement dans lequel ils sont. On les connecte en quelque sorte avec l'environnement. On les ramène sur le lieu, sur leurs sensations, sur leur corps, et après, on part du coup dans l'entraînement. Alors, j'ai déjà plein de questions par rapport à chaque sport. Je vous réponds tout de suite. Natation, ça va dépendre de la distance. Si tu es sur du sprint, il faut évidemment réduire la tension. Si tu es sur une séquence de longue, de 800, 1500, etc., plus, ou en eau vive, tu peux rallonger les séances de méditation, Florentin, à 5-10 minutes, même des fois 20 minutes. Franck, en basket, pour moi, 5 minutes, c'est l'idéal. 5 parce que c'est un sport collectif, donc il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup d'interactions entre les gars, entre les filles. Ça crée un peu au départ, c'est un peu tout foufou, donc on ramène le calme et la concentration sur 5 minutes et après on y va. En judo, en sport de combat, pour moi, 2 minutes, 5 minutes, enfin 2 minutes c'est l'idéal, 5 ce sera déjà un petit peu too much, parce que si tu veux que les gars soient vraiment tout de suite dans l'engagement physique et dans la fight, dans le combat, il faut qu'ils soient quand même très, très vifs, très alertes, très activés, on dirait en préparation mentale. Donc 2 minutes, ça me paraît l'idéal.
Rugby, pareil, Christophe, pour moi, 5 minutes, c'est une bonne base parce que ça permet de faire en sorte que tout le monde se calme. Par exemple, j'étais en formation avec du coup notre groupe là, de futurs préparateurs mentaux de la formation expert chez Focus hier. Le matin, ils étaient très vifs, comment dire, actifs. Ils ont joué au golf, etc. C'était très dynamique. Le midi, on a bien mangé. On a repris après la session l'après-midi ensemble. Du coup, j'étais avec eux directement et je les ai trouvés un petit peu trop actifs. Du coup, on a fait une pause, on s'est mis dehors au soleil, méditation, 10 minutes et pouf, tout le monde est revenu au calme en 10 minutes. Voilà. Parce qu'ils avaient besoin de ce temps-là. Il y avait trop d'émotions dans leur cerveau respectif. Il y avait trop d'émotions dans le groupe partagé. Il y avait trop d'intensité. Et du coup, j'ai voulu réduire ça, retrouver du calme, de l'attention. Et donc, on a fait une séance un peu plus longue que prévu, mais parce qu'il y avait du too much. Voilà. Donc, à l'entraînement, c'est pareil. Jongler par rapport à votre sport et par rapport aux besoins de chaque sportif, on va dire vraiment en fonction de ce qu'il a fait avant, ce qu'il va faire après. Voilà, il faut savoir jongler entre leur état et votre besoin de performance. Patinage, 5 minutes, pareil, c'est suffisant. 5 minutes, c'est suffisant. Et en patinage, on va vraiment faire corps avec la glace, avec la sensation de glisse. Tout ça, c'est très, très intéressant. En gym rythmique, Ludivine, pareil, c'est la même chose. Tu peux monter jusqu'à 10 minutes si tu sens que les filles ou les garçons, si tu en as, sont trop excités et qu'il y a trop de brouhaha. Pareil, tu jongles entre 5 et 10 minutes. Et à mon avis, pour des sports comme ça, tu peux très bien jongler la méditation, ou du moins faire la méditation dans les exercices même d'échauffement. Par exemple, c'est ce que font beaucoup de gars avec qui je travaille en préparation mentale, plutôt des pros. Ils adorent faire la méditation quand ils s'étirent ou qu'ils s'échauffent avant l'entraînement. Parce que pour eux, ça permet de coupler comme ça l'attention avec la sensation de relâchement physique et d'étirement et de préparation du coup à l'engagement physique, et ils aiment beaucoup ça. Donc c'est voilà, tu peux aussi faire ça, c'est une très bonne astuce. Cyril me demande si on fait la méditation avant ou après l'échauffement. Bah, en fait, idéalement, ce serait les deux. Tu vois, par exemple, moi, je suis un ancien judoka. Au judo, j'ai toujours appris à terminer l'entraînement, par une séance de relaxation qui était quasi méditative. Donc, c'est intéressant pour retrouver le calme. En ce moment, je fais de la boxe. J'en parle souvent dans les webinaires. À la boxe, on finit toujours avec Alexandre, voilà, mon prof, là, par une séance de relâchement et de respiration très calme, très, très intense, où j'essaye de retrouver le calme immédiatement après la fight, ce qui n'est pas toujours simple, mais c'est un très bon exercice pour le coup, pour travailler non pas la concentration, mais la capacité individuelle à faire chaud-froid, à passer de l'hyperactivation à le calme. Tu passes comme ça, des étapes comme ça, tu passes du sommet de la montagne au très bas, et c'est un bon exercice. Donc, c'est pas le même objectif de le faire au début ou à la fin de l'entraînement. Au début, ce qu'on va rechercher, c'est la mise en action, la préparation cérébrale des athlètes dans l'entraînement. Et à la fin, on veut les faire redescendre, retrouver le calme et leur apprendre à se relâcher ou se détendre comme ça dès qu'il y en a besoin. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes objectifs, mais dans les deux cas, ce serait intéressant que tu médites en début, fin d'entraînement, et que tu médites le matin, le soir ou l'après-midi. Ça dépend de toi et de tes besoins. J'avance, on parle déjà beaucoup. On n'en est qu'à la première astuce, donc j'avance sur le reste. Deuxième astuce, donc qui fait appel à la lucidité, qui est vraiment pour nous une étape fondamentale de tout le programme que l'on monte en préparation mentale chez Focus. Je vous ai dit de tester la lucidité de vos athlètes en leur demandant tout simplement s'ils étaient concentrés entre 0 et 10. Et peut-être qu'ils ne sauront pas s'évaluer, peut-être que si, peut-être qu'ils seront encore un peu indécis, mais c'est pas grave. Du coup, on reste vraiment sur une démarche de recherche pour l'instant de lucidité. Et si vous avez le sentiment qu'ils ne sont en effet pas lucides, vous avez une astuce pour ça, comme moi je considère comme aujourd'hui en préparation mentale indispensable, c'est d'utiliser des outils comme des casques de méditation ou des casques de concentration, appelez un peu comme vous voulez. Donc on travaille chez Focus avec MeloMind, qui est un casque que vous trouverez facilement sur Internet, ou vous trouvez leur site assez facilement, qui est un casque que j'adore utiliser pour ça, pour déjà permettre aux sportifs de comprendre l'activité de leur cerveau
quand ils méditent ou quand ils sont en mode cogitation ou grande activité cérébrale. Ça permet d'avoir une preuve, je dirais, ou un élément tangible, chiffré, vraiment quasi rationnel et scientifique de leur état cérébral quand ils font ça. Et tout de suite, ils se rendent compte de la différence qu'il y a entre quand je cogite ou que mon cerveau fait des espèces de va-et-vient importants, du coup des électrodes font des sautes d'humeur tout le temps, ou quand je suis calme et que du coup, le rendu est beaucoup plus posé et que je vois par le graphique que mon cerveau est calme. Donc ça, je vous mets pas de graphique de tout ça. Il faut qu'on en reparle sur une séance ou sur un webinaire entier parce qu'en effet, le casque, c'est vraiment un outil important, mais il faut aussi bien l'utiliser. Il faut avoir la maîtrise de tout ça. Mais en tous les cas, nous, en préparation mentale, alors peut-être moins en tant qu'entraîneur parce que du coup, ça a un coût, c'est du budget et puis il faut avoir beaucoup de casques si vous avez beaucoup de sportifs à l'entraînement. Mais en préparation mentale, dans le groupe, là, ceux qui sont présents, les futurs actuels préparateurs mentaux, je vous encourage tous à utiliser un casque de méditation. Vraiment, c'est un gadget qui permet beaucoup de choses et qui donne beaucoup de crédibilité à ce que l'on fait, à ce que l'on dit en préparation mentale. Vraiment, c'est un peu notre GPS mental, notre GPS du cerveau, quoi. Donc, c'est vraiment très utile. Troisième astuce. Je vais vous proposer donc, si ce n'est pas déjà fait, de faire un entraînement avec vos sportifs, même pour les préparateurs mentaux. Vous demandez aux gars avec qui vous bossez, les différents préparateurs physiques ou entraîneurs, vous leur demandez de réaliser un entraînement dont la consigne est très simple, c'est de ne pas parler, de ne pas râler, de ne pas manifester le moindre signe d'énervement, de pas content, de râlage ou de je ne sais quoi. Voilà, vous imposez ça. Ensuite, pour que vraiment les gars, les filles se comprennent l'intérêt de la séance, parce que ça va avoir un effet immédiat, hein, ils vont être surpris par ça et ils vont être un peu paniqués, vous les filmez. Vous filmez un entraînement où ils sont entre guillemets libres de faire ce qu'ils veulent, de crier, de râler, de jeter la raquette, d'insulter le voisin, d'insulter l'entraîneur sans que ça s'entende trop fort, tout ce que vous voulez. Et vous faites un autre entraînement, du coup, où il n'y a pas de râlage, où il n'y a pas de, comment dirais-je, de signes d'énervement et d'agacement. Et après, on débrief. Vous leur montrez en groupe, en réunion, les deux vidéos. Vous les juxtaposez et vous leur permettez de voir en fait quel est leur comportement et quelle est leur réussite dans les deux entraînements. Et ils vont tout de suite comprendre qu'en fait, la concentration est beaucoup plus grande quand ils se taisent et quand ils font un effort vraiment pour rester calme ou gérer leurs impulsions et leurs mouvements, leurs humeurs, etc. Ils vont tout de suite voir que c'est un vrai effort cognitif et que ça a des conséquences au niveau sportif parce qu'ils sont beaucoup plus efficients et beaucoup plus performants dans ce qu'ils font. Voilà. Mais ça, il faut utiliser le ressenti dans un premier temps. Donc, je fais une première séance où je les teste et je les mets en situation de stresser, enfin de stresser, non, de se concentrer et donc de ne pas râler, de ne pas montrer mes énervements. Et après, je filme tout ça et je fais un débrief de tout ça. Mais le pouvoir de la vidéo, il est énorme, vraiment. Donc, ça vous demande d'avoir soit un super smartphone d'une marque américaine avec un joli fruit dessus, soit d'avoir des outils pour filmer de façon un peu plus officielle. Mais la vidéo, dans ce cadre-là, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, vous les mettez face à eux-mêmes, comme ce que dit là Sébastien Clair, du coup, là, sur le chat, et ils peuvent plus s'opposer. Voilà, ils ont la preuve par l'image et ça match tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à filmer, c'est très important. Ça demande un peu de temps, un peu de matériel, mais l'effet, il est radical. Même chose pour la quatrième astuce qui était de mettre en place des routines. Alors, ce qui est compliqué avec cette astuce-là, c'est que je pense que tout le monde comprend ce qu'est une routine, même si, à mon avis, vous confondez un peu routine avec rituel, préparation de ceci ou de je ne sais quoi. Vous le comprenez, mais une vraie routine en préparation mentale, elle est vraiment très travaillée.
Et c'est une question que me posent souvent les entraîneurs quand je suis en formation ou qui même ces sujets à débat, c'est qu'ils me disent les routines, c'est un travail d'entraîneur. Alors, je suis absolument d'accord avec eux. Ça devrait être un travail d'entraîneur, parce que quand tu es entraîneur et que tu as 15 gars à l'entraînement ou des fois 30 gars, eh bien, proposer une routine pour chacun d'eux, c'est très compliqué. Donc, il faut les aider à mettre ça en place. Il faut s'aider, à mon sens, de préparateurs mentaux qui vont venir et permettre à chacun de trouver leur propre routine. Mais si vous êtes entraîneur, que vous n'avez pas de préparateur mental à côté de vous, ou que vous n'avez pas, je ne sais pas, le moyen de faire appel à quelqu'un, même pour une seule séance, aucun problème. Encore une fois, utilisez simplement la vidéo. Vous faites des petits groupes sur des habiletés fermées ou en effet sur des starts, sur des moments importants de matchs, de compétition, etc., sur des courses. Vous les filmez, vous les faites travailler entre eux et vous leur permettez d'affiner comme ça par le visuel, toujours par la preuve, par l'image, leur routine. Donc il y a forcément un temps comme l'entraînement précédent où je mets en place des routines comme ça, je teste, c'est vraiment très empirique. J'essaye différentes routines, je vois si elles marchent, si elles ne marchent pas, etc. Si je me sens à l'aise ou pas, je recommence, j'échoue, mais je reprends, etc. J'améliore. Quand on a fait cette phase-là, ce qui va prendre quand même du temps, hein, ça va prendre à mon sens 2, 3, 4, 5 entraînements spécifiques, soit au poste, soit aux habiletés en elles-mêmes. Je passe à la vidéo. Donc là, je veux de l'image, je veux que mes gars se voient en vidéo, qu'ils voient les routines qu'ils ont mises en place. Je veux qu'ils aient le sentiment et qu'ils aient la précision visuelle de savoir si ça a marché ou pas. Et je vais, en plus de ça, affiner après. Je vais zoomer sur des parties du corps, sur des doigts, la position des mains, du coude, plus relevé, etc. Je vais vraiment chercher à affiner ça. Et l'idée, c'est que plus vous affinez, enfin, plus vous montez en compétences et plus vous montez en niveau sportif, plus il faudra affiner les routines. Donc, idéalement, plus tôt on travaille, plus tôt elle sera en place. Mais comme il faut la changer tout le temps, parce que autrement c'est répétitif et c'est chiant, il faut être en capacité de à chaque fois monter le niveau d'exigence et de précision dans les routines. Et c'est un vrai travail en soi. Donc ça, je vous donne ça comme ça pour l'instant, comme ça encore un peu cru. On en parle après dans la partie du coup plutôt échange, parce que c'est les routines, c'est en soi quasiment un webinaire complet aussi. C'est très technique et en plus il faut vraiment le voir et le faire pour le ressentir et même pour, je dirais, soit comprendre vraiment comment ça marche et qu'est-ce que ça peut permettre en termes de concentration notamment. Parce que là, moi, ce que je vise, parce que du coup, le grand débat qui est entre les coachs, entraîneurs et nous en préparation mentale, c'est que les coachs, eux, ils visent à améliorer une technique de lancer ou de je ne sais quoi en fait. Ils veulent améliorer la précision technique du geste. Moi, le geste, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que la concentration ou l'attention, les pensées ne viennent pas parasiter le geste. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de couper comme ça ou de faire en sorte que le geste automatisé qui est fait à l'entraînement devienne également automatique en match. Donc, je vais chercher des astuces mentales, des routines très particulières qui vont permettre de non pas d'arrêter les pensées, c'est impossible, qui vont permettre de concentrer l'attention au maximum sur des points positifs pour arriver à exécuter mon geste le mieux possible. Voilà. Donc, on est complémentaires entre entraîneur et préparateur mentaux. L'entraîneur vise le geste technique. Nous, on vise la gestion de l'attention, de la concentration dans ce genre de trucs-là. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un vrai travail. Hein. Donc, si c'est pas clair, venez en formation chez nous. on vous dira et on vous montrera comment ça marche très exactement. Mais c'est une vraie compétence et c'est une vraie technique à travailler en préparation mentale. Et cinquième astuce pour moi, donc qui était initialement d'augmenter dans votre discours d'entraîneur ou préparateur mental d'aller chercher leur attention en leur disant attention, là je veux de la concentration, je veux que vous augmentiez votre intensité dans des séquences de jeux particulières, dans des habiletés particulières, ouvertes, fermées, ce que vous voulez, mais vous voulez aller les chercher et vous leur dites par votre discours, je veux que tu fasses ça et essaye en tous les cas d'être plus concentré, d'être plus dedans, essaye d'être plus focus sur l'action. Donc comme ça, vous avez déjà leur lucidité. S'ils s'évaluent à 5,
Par exemple, vous leur dites, tu étais à 5, là tu montes à 7. C'est à eux de trouver l'astuce. Mais pour aller plus loin que ça, parce que ça c'est encore un peu trop simple, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de leur créer des fiches personnalisées ou pour votre groupe d'entraînement de concentration et d'attention. Vous allez en quelque sorte leur créer une fiche individualisée où vous mettez votre déroulé de la séance de l'entraînement classique et vous leur demandez à chaque fois leur niveau de concentration sur chacune des séquences. Vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont fait pour se concentrer ou qu'est-ce qui les a perturbés. Comme ça, on a le résultat et les causes du résultat. Et après, les prochaines sessions, on va essayer d'augmenter le niveau de concentration de 1 point ou 2 en travaillant sur justement les distracteurs, sur ce qui les rassure, les perturbe, sur ce qui les concentre un petit peu plus. Et ce qui compte dans ce travail-là, c'est de votre posture, déjà en tant qu'entraîneur, vraiment très pédagogue, qui amène une dynamique et qui amène un niveau d'exigence particulier. Leur capacité à eux à être lucides sur ce qu'ils ressentent, ça déjà, si vous avez ça, c'est assez magique. Et troisièmement, ce qui compte, c'est d'amener des solutions. Donc, d'être dans votre vrai travail de préparateur mental ou d'entraîneur. Vous avez un gamin qui est concentré à 4 sur 10, il y a un problème, vous devez trouver une solution. Et pour ça, il faut l'aider à affiner qu'est-ce qui le perturbe, qu'est-ce qui le distrait, qu'est-ce qui le fait se concentrer, qu'est-ce qui lui amène du calme, etc., etc., etc. Donc, il faut travailler ça avec eux, mais vraiment, ça passe par la création d'outils. Donc, des outils, moi j'en ai plein, mais je vous dirais j'en ai plein, mais j'en crée à chaque fois un nouveau par sportif à qui je travaille, parce que chaque sportif a ses particularités, chaque sportif a ses besoins au poste, juste par sport en lui-même. Chaque sportif est plus ou moins avancé en termes d'âge, en termes de connaissances en préparation mentale, tout ça, en termes déjà d'application des routines. Donc à chaque fois, j'adapte mon petit tableau ou mes fiches à chaque sportif et je recrée quasiment tout le temps les outils. Donc j'ai une base d'outils qui est prête à l'emploi. Que vous trouverez d'ailleurs un petit peu dans le bouquin Préparation mentale du sportif, même si je n'ai pas trop détaillé dans le bouquin, parce que c'est vraiment pour moi une introduction à la préparation mentale, cet outil-là. Mais sachez que voilà, c'est pas non plus compliqué à créer, hein. C'est des outils finalement assez simples. Et dans le travail numéro 5, dans l'astuce numéro 5, ce qui va aussi pour vous être important, quand vous faites ça, vous recentrez vos athlètes sur la tâche. Vous les amenez à comprendre ce qui ne va pas et vous les amenez à faire un travail d'amélioration, de progression. Et on est vraiment là sur un travail de tâche. Certes, on va s'intéresser aux résultats, au nombre de paniers marqués, au nombre de lancers qui touchent le cercle pour un talon en rugby. On va s'intéresser, je sais pas, au nombre de flèches qui vont dans la cible en plein mille pour tirer à l'arc, ce que vous voulez. Mais ça, c'est le résultat. Ce qui nous intéresse, c'est le processus. Et c'est à vous, par ce genre d'outils-là, à les ramener sur le processus, la tâche et encore la tâche. Vraiment. Donc pour moi, ça, c'est un vrai travail pédagogique et qui permet de renforcer leur progression et de les outiller. Parce qu'en fait, quand vous avez des sportifs qui savent se concentrer à l'entraînement, qui savent percevoir quand ils sont déconcentrés et qui du coup savent se reconcentrer, mais c'est magique parce que vous avez des gars qui peuvent répéter ça en fait à l'école, au travail, en famille, avec je ne sais pas qui, dans je ne sais quel contexte, et quand on sait faire ça, mais c'est des habiletés en fait fondamentales en psychologie et pour le quotidien. Donc c'est un vrai travail vraiment pédagogique et c'est un vrai travail de développement de compétences chez vos athlètes qui dépasse le cadre même du sport, hein, qui est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus intéressant pédagogiquement et d'un point de vue éducatif. Voilà. Donc voilà pour les 5 astuces que j'espère avoir un peu plus précisées pour vous. Je vous laisse la parole. Je parle beaucoup trop, je m'arrête, je vous laisse me poser des questions ou sur le chat, je vous vois directement en ligne ou sur la partie, l'onglet questions à côté. Je vous laisse m'interroger, je vais reprendre un peu aussi, je vais boire un coup d'abord, je vais reprendre après aussi vos questions précédentes et je vais voir si on peut jongler avec tout ça.
Ouais, alors Seb Claire, qui est un de nos collègues du coup préparateurs mentaux, qui est l'expert chez Focus en PNL notamment, avec qui on travaille beaucoup, fait une remarque sur les routines et sur le besoin de travailler les émotions, les mots-clés gestuels et respiration. Ben, je suis là-dessus, bon, on se rejoint sans problème. Pour moi, les routines, c'est un peu la fin du travail de préparation mentale. C'est vraiment la partie focus du travail de préparation mentale parce que quand vous avez un athlète qui arrive à gérer son stress, qui sait se concentrer, etc., qui est sûr de lui, qui a une bonne estime de lui, donc on a posé les bases vraiment psychologiques et mentales, eh bien on va travailler les routines. Et les routines, c'est un vrai travail, donc je redis, d'entraînement, parce qu'il y a dedans une démarche qui est très technique, très gestuelle, mais il y a aussi une démarche qui est peut-être, à mon sens, encore plus psychologique, parce que tout le but des routines, c'est de faire que votre cerveau ne déraille pas ou n'ait pas une pensée de si je rate, si je mets à côté, si je m'écarte, ils vont penser quoi, j'aurai l'air con, etc. Tout ça, on veut le mettre de côté et on peut le faire qu'en ayant vraiment travaillé en amont les émotions, donc le stress en grande partie, en ayant travaillé aussi la recherche d'émotionnalité positive, donc d'avoir en tête des émotions de confiance, de réassurance, de combat éventuellement, des choses vraiment qui sont structurantes positivement. Et on va coupler à ça, du coup, des mots-clés et un travail de respiration. J'ai aussi parlé il y a, je crois, une semaine de la respiration, que j'avais pendant longtemps un peu déconsidéré en préparation mentale. Je change d'avis radicalement. C'est fondamental, vraiment. Il faut apprendre à respirer. C'est très important. Et c'est une vraie technique pour le coup de préparation mentale à utiliser dans le cadre de travail des routines. De méditation aussi, mais pour les routines, c'est vraiment fondamental. Allez, on passe aux questions du coup. Bon, c'est ton point à vouloir venir en formation. J'en suis ravi du coup, et on pourra se rencontrer et échanger sur tout ça en live, enfin en présentiel, j'espère, à la rentrée. J'ai des questions sur l'onglet questions, j'y vais. Alors, Mehdi qui me dit que faire lorsqu'un athlète s'énerve lors d'un entraînement. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, ça des parents de sportifs qui n'aiment pas que leurs parents, que leur enfant s'énerve, soit en colère à l'entraînement, etc. Alors, et il se trouve que moi j'adore ça. J'adore les gamins qui s'énervent parce qu'ils ont du caractère, qui s'affirment, qui savent ce qu'ils veulent, qu'ils n'aiment pas perdre, tu vois, c'est des vrais matcheurs et je trouve ça cool. Donc il faut trouver le bon niveau et le bon tempo entre s'énerver, manifester de la colère ou de l'énervement et en même temps être concentré et revenir au calme très rapidement. Alors, il faut voir si tes sportifs, athlètes, Mehdi, s'énervent tout le temps, je dirais, à l'école, à la maison et aussi au sport. Là, c'est un peu embêtant. Ça veut dire qu'il y a quand même un tempérament très, très colérique, très impulsif. Donc, voilà, seulement faire un travail peut-être un peu plus profond et plus psychologique que juste en préparation mentale. Et s'ils s'énervent à l'entraînement, je reviens à mon astuce de tout à l'heure, tu les filmes. Tu les filmes, tu leur permets de voir leur comportement et tu fais du lien entre le comportement qui déjà n'est pas très sympa pour les autres autour et qui met un peu une sale ambiance dans le truc, mais qui surtout à eux fait qu'ils ne sont pas concentrés et pas bons. Et par contre, si jamais s'énerver, ça les rend performants, là, il va falloir changer un peu ton discours et accepter que ce sont des gamins, ou des pas gamins d'ailleurs, des plus vieux, qui ont besoin d'un peu de colère, d'un peu d'énervement, un peu d'activation comme ça très intense pour être performant. Et ben, c'est comme ça. Il faut accepter. C'est leur profil, il faut faire avec ça. Nicolas Caillé me demande à quel moment la routine devient trop longue dans sa durée de mise en place, son nombre d'éléments, quels conseils pour qu'elle soit optimale. Il faudrait te voir à l'action concrètement, que je vois des vidéos, que je te vois sur un terrain pour avoir vraiment le visuel. Pour moi, une routine, c'est quand même très simple. Alors, je parle vraiment des routines
dans la compétition, vraiment sur des habiletés fermées, donc de préparation à un coup, de préparation à un geste ou de préparation à un tir, etc. Si tu enlèves le temps de respiration, de recherche de calme, tout ça, et que dès qu'on rentre dans la phase technique, position des doigts, des pieds, machin, etc., position des épaules, du dos, alignement, 30 secondes, maxi, quoi. 30 secondes, maximum. Au-dessus, tu perds une énergie folle. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas trop avoir, je dirais, de routines longues. Il faut les réduire au maximum. Et une routine qui est bonne, normalement, elle travaille les émotions, les pensées, la technique, la gestuelle. Voilà, et un petit peu de recherche de calme. Donc, c'est vraiment un travail sur le corps, sur le cerveau et sur l'aspect un peu, pas le cœur, mais sur l'aspect très émotionnel. C'est tout ça. Quand tu as ces trois éléments qui sont travaillés ensemble, ta routine est bonne et tu le ressens. Et quand elle est bonne, tu y vas et tu joues tranquillement. Si tu as tendance à vouloir trop en faire, à mettre des routines en place trop longues, c'est que tu es trop stressé. C'est que tu as un stress qui est trop important et tu cherches à souffler, retrouver le calme, à répéter des petits gestes, tout ça, mais en fait, ça ne marchera pas. Parce que le travail en amont n'est pas bon, c'est que tu es trop stressé. Donc, il faut interroger ça. Déborah me demande, Déborah Laroche, méditation en compétition, quel moment et combien de temps? Alors, ça va dépendre là vraiment de ton sport. Je ne vais pas prendre de risque. Dis-moi quel sport tu fais, je te dirai où, quand, comment. Parce que ça dépend vraiment trop de ton sport. La méditation, ça marche vraiment très bien, mais quand tu fais un travail vraiment qui est très important, il faut que tu as un sport qui est vraiment à un haut niveau, il faut vraiment être très fin dans les conseils et adapter vraiment à chaque profil. Donc, tu fais du patinage artistique ou de vitesse? Artistique. Donc, comme Nicolas, en patinage, vous stressez énormément. Donc, avant de parler méditation, il faut déjà t'assurer que ton niveau de stress n'est pas trop important en compétition. S'il est trop important, je te dirais franchement que tu médites, que tu fasses du yoga, du tai chi, que tu boives des plantes, que tu souffles une demi-heure, je ne sais quoi, l'effet ne sera pas aussi important que ce qui pourrait être parce que tu es trop stressé. Donc, il faut d'abord, en préparation mentale, que tu réduises ton stress au plus bas possible, ce qui est compliqué en patinage parce que tout le monde stresse et que c'est un sport en plus où on note beaucoup les erreurs, où dans tous les cas, on regarde beaucoup ce qui a été raté, mal fait, plutôt que ce qui a été bien fait, ce qui a été beau. Et en plus, c'est esthétique, donc il y a encore une dose en plus de stress. Néanmoins, je te réponds quand même, si tu veux méditer avant les compétitions, pour moi, il faut en parler avec ton préparateur physique et ton coach. Si tu as un long moment d'échauffement, que tu as besoin de beaucoup d'énergie avant de monter, du coup, d'aller vraiment sur la piste, sur la glace, je dirais 10 minutes pour le coup. Une bonne séance de retour au calme qui permet vraiment de retrouver l'intensité et donc l'attention suffisante. Et j'ai même te répondre mieux que ça. Si tu peux, achète-toi un casque de méditation pour voir vraiment ton activité cérébrale. Tu fais avec ça la séance de méditation. Tu vois si ou pas tu étais concentré. Et si ce n'était pas le cas, tu recommences. J'ai fait ça avec des sportifs pro qui je travaillais parce que je considérais que 10 minutes c'était suffisant. Et en fait, on a fait une séance avec 10 minutes. Et certains, en fait, sont très longs à se mettre dans la méditation. Du coup, on fait 10 minutes, une pause et 10 minutes. Et la deuxième séance, elle est magique. Vraiment, là, ils sont hyper concentrés et pouf, ils rentrent dans l'entraînement ou dans la compétition. Donc, c'est vraiment très individuel. Il n'y a pas forcément de réponse clé, mais il faut savoir trouver le bon tempo et le bon rythme pour soi, vraiment.
Andrea me demande, ne pensez-vous pas que ces astuces ne sont pas adaptées forcément à tous? Si, ces astuces-là, vraiment, qui sont très globales, qui sont pour moi efficaces, pas à 100% dans le sens de ça ne marchera pas avec, par exemple, la méditation. C'est une astuce qui est très efficace, mais certains font obstacle. Ils disent, j'aime pas méditer, ça marche pas sur moi. Alors, souvent, je dis on va quand même persévérer un peu et on va essayer de voir si vraiment ça marche pas, parce que c'est quand même une astuce qui est vraiment très utile et qui amène des résultats énormes en préparation mentale. Néanmoins, le reste, il faut tester, tout simplement. Il faut tester, Andrea, si tu es entraîneur ou sportive, tu testes à l'entraînement, tu vois si ça marche ou pas, tu essaies de repérer ce que ça t'a apporté, de pas être que sur le négatif, de ressentir des choses aussi positives, d'aller écrire des choses que tu en as retenues qui étaient positives, et puis tu complètes, tu refais en mieux, différemment, tu adaptes à ta sauce, à ton sport. Il faut travailler ça, mais concrètement, je vous ai dit, la méditation, la lucidité, l'entraînement sans relâche, la gestion des impulsions et de l'impulsivité, les routines et la tâche, tout ça, c'est entre guillemets du classique, c'est rien de très compliqué et à peu près tout le monde s'y retrouve. C'est une question juste de bien mettre les bons termes pour chacun, mettre les bonnes conditions et puis ça devrait fonctionner sans trop de difficultés. Alors, j'ai d'autres questions. Seb parle du QPPS, ok. Cyril Mathieu me demande dans les sports cycliques comment travailler la concentration. Donne-moi un exemple, s'il te plaît, Cyril, de sport cyclique assez précis et de niveau aussi que tu as. Ça, je vais adapter un petit peu ma réponse. Et il y avait une autre question, j'ai vu en bas. Séverine qui voulait faire de la méditation. On peut le faire ensemble si vous voulez. On a encore un petit peu de temps. Sinon, je vous recommande d'aller sur Petit Bambou, qui est aussi un de nos partenaires avec qui on travaille énormément. Et vous trouverez sur le site de Petit Bambou, dans la version par contre payante, vous trouverez le programme Sport et Mental que j'ai construit pour eux il y a déjà maintenant, je crois, 4 ans ou 5 ans, ça passe très vite, et qui est vraiment destiné aux sportifs. Pas forcément de haut niveau, hein, c'est tous les sports, tous les sportifs. Il y a 25 séances, c'est un truc assez complet. Et on travaille les 3 étapes, lucidité, acceptation, focus en préparation mentale, avec aussi des éléments sur la blessure, le sommeil, la récupération, le stress. C'est très technique, entre guillemets, et vraiment très appliqué au sport. Donc, allez-y. Sinon, on peut faire une petite séance, en effet, de méditation ensemble. Il n'y a aucun souci, on peut prévoir ça. On va même, je pense, si tu veux bien, Séverine, terminer le webinaire par ça. Comme ça sera le retour au calme. Tu vois, ça sera la séance de retour à la tranquillité pour finir ce webinaire. Donc, je vais prendre encore quelques questions entre-temps. En VTT, Cyril. Ok. Donc, ta question est de comment travailler la concentration en VTT. Hey, challenge. Il faut surtout pas que tu espères que tes gars soient concentrés pendant toute la course. À part si c'est des VTT en descente, là, un peu dangereux, entre guillemets. Là, il faut quand même qu'ils soient hyper attentifs, mais c'est plus court pour le coup. Si c'est vraiment sur de la course, il faut que tu leur permettes d'augmenter leur concentration sur des moments que tu considères comme des moments hyper importants dans la course. C'est-à-dire start, des virages particuliers, évidemment faire avec la fatigue ou le début de douleur intense et le cardio qui vraiment n'en peut plus, et l'arrivée. Voilà. Il faut que tu distingues pour toi les séquences ou les moments qui sont importants en termes d'engagement et de concentration optimale. Et à l'entraînement, tu vas chercher ça. Tu vas leur permettre de remettre en situation des moments qui se rapprochent de la compétition pour déjà augmenter leur confiance, augmenter leur sentiment d'avoir la main sur ces virages, sur ces moments compliqués, sur l'effort, quand le cerveau n'en peut plus, etc. Et du coup, tu leur fais à chaque fois augmenter leur concentration par un travail préliminaire de méditation et de tout ce qu'on a vu là, en fait. Donc ça, par contre, c'est un peu technique. J'aurais bien aimé te répondre plus précisément, mais
mais il faudrait que qu'on soit là, quoi. Il fallait qu'on le fasse ensemble sur le terrain pour que je te montre, parce que c'est quand même assez technique, mais c'est un enjeu énorme en fait, hein, parce que en vélo, en natation, tout ça, quand les mecs savent se concentrer et faire abstraction entre guillemets de la douleur, de l'effort ou des concurrents ou du danger aussi, tout en ayant conscience du danger, c'est là où ils sont vraiment très 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 forts. Mais ceux-là, ces sportifs-là, c'est des moines tibétains, hein. Ils ont une capacité de flow et de concentration qui est vraiment très très grande et que tu vas retrouver par contre, tu vois, j'y pense Cyril, sur des sports comme le trail, où il y a beaucoup ça aussi, où l'intensité est vraiment très très grande et les mecs arrivent à se concentrer, à être attentifs et à jouer sur l'attention comme ça, très focalisée ou très ouverte en fonction des temps de course et en fonction des demandes de l'environnement et de la perf qu'ils doivent exécuter. Donc c'est un jeu constant, euh, difficile, j'en conviens. Même pour moi, t'expliquer là, c'est difficile. Mais quand tu sais faire ça avec tes athlètes ou pour toi, c'est pas mal. C'est pas mal. Marine me demande quelle différence il y a entre Muse et Mellowmine. Alors, il y a quelques différences. Ce sont des casques qui ont, entre guillemets, à peu près la même technique ou le même fonctionnement scientifique. Je trouve que Mellowmine est plus scientifique dans l'approche et aussi peut-être plus pointu sur l'évaluation pardon, de l'activité cérébrale dans les séquences de méditation, parce qu'ils ont des électrodes qui sont placées derrière le crâne, qui est en fait la partie du crâne qui est la moins influencée par les émotions, donc qui est vraiment sur une démarche d'évaluation de l'attention pure. Donc ça, c'est vraiment pour nous très intéressant. Et c'est la principale différence. Après, peut-être que le Muse, par contre, est plus facile à mettre en place et à utiliser en mode sportif, dans le sens où il peut se porter debout, allongé, etc. Et c'est plus simple. Le casque Muse demande par contre d'être assis sur une chaise comme ça, de ne pas bouger, parce que le moindre petit mouvement, ça le fait du coup perdre en capacité de je perds mes mots, de captation des ondes cérébrales. Mais voilà, donc moi, en ce moment, j'utilise beaucoup, beaucoup le Mellowmind, que je trouve en effet plus scientifique et plus rigoureux dans la démarche d'évaluation. En plus, là, ils sont en train de refaire leur plateforme et leur application qui va être très ouverte et très sympa. Il y aura dessus d'autres techniques que la méditation ou le neurofeedback. Donc, c'est vraiment un casque qui, je pense, va devenir un casque d'entraînement mental global. Et du coup, ça sera intéressant pour nous en tant que préparateurs mentaux parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses, y compris des activités pour le coup plus corporelles et pas forcément que cognitives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je suis sur le chat peut-être, je vais aller voir ça. Oula oui, pardon, j'ai raté beaucoup de choses, je suis désolé. Donc Rémi Bédu qui dit en golf entre 10 et 20 secondes pour la routine, je suis tout à fait d'accord avec ça. Au-dessus, c'est trop d'énergie. Sur un 18 trous, c'est 4-5 heures sur un parcours, c'est se vider mentalement trop vite et c'est trop fatigant. Nicolas propose une idée dont je ne connais pas l'ampleur, mais on verra tout à l'heure avec Marc, le modérateur. Seb qui dit que la colère est une source de grande énergie, je te rejoins absolument, mais c'est très personnel parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'émotion de colère, qui la fuient et qui du coup sera un obstacle à leur réussite, alors que d'autres ont besoin de ça pour réussir. Donc c'est une notion et une thématique que j'adore aborder en formation parce qu'en plus c'est très philosophique. Mais c'est pas, c'est un peu technique, quoi. Il faut quand même que ce soit précis. Il faut savoir avec qui on manie ce genre d'outils-là et d'émotions. Euh...
Mika Moulia qui parle des ancrages. En effet, les ancrages sont de très bonnes techniques de focalisation et donc une sorte de routine pour se remettre dans la concentration immédiate. Pareil, très efficace et encore plus efficace si vos sportifs sont calmes, attentifs et gèrent bien leurs émotions. Là, ce sera vraiment la technique suprême. C'est très, très intéressant. Vincent Dumas, durée de la routine pour un service au tennis ou en badminton, 10-20 secondes max aussi. Bah, regarde Djokovic, c'est 5 secondes au début du match et à la fin, ça devrait être 13 secondes, je crois, ou c'est le timing là, officiel, mais il dépasse quand même souvent en fait, hein, parce que plus on est fatigué, plus il y a de l'enjeu et plus ces sportifs-là prennent le temps, sont des petits malins et mettent en place plein d'astuces pour rechercher la concentration optimale. Et ça, c'est un bon exemple, par exemple, Vincent au tennis, si tu es tennisman, tu filmes les séquences de Nadal, Djokovic ou Medvedev, qui est à l'inverse, qui lui va très très vite. Tu filmes ça et du coup, tu le montres ça au gamin et tu vois qu'il y a différents types de routines, différentes façons de faire. Donc, ça montre que chacun a sa propre routine déjà. Il n'y a pas de routine clé en main et idéale pour tous. Et ça montre aussi que tu peux varier l'intensité même des routines dans un match. Tu peux adapter en fonction de l'enjeu, en fonction du moment, et c'est un très bon moyen pour faire comprendre ça à tes élèves ou à tes sportifs. C'est une très, très, très bonne chose. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je vais enchaîner par la petite séance de méditation. Léna Aka qui me demande, y a-t-il des mauvaises routines? C'est une question... c'est très simple. Quand ton geste ne marche pas, qui ne te convient pas, ou que tu ne t'y retrouves pas, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc il faut revoir ta routine. Alors là où c'est plus compliqué, je vais te donner un exemple très précis et un peu dangereux, c'est que les entraîneurs quand même aiment bien avoir une technique particulière, donc cherchent à mettre en place des routines et des gestes particuliers chez les athlètes et aiment bien qu'ils fassent tous la même chose. Sauf que ça plaît pas toujours à tout le monde. Déjà, pour des questions morphologiques, on n'est pas tous fait pareil. On est plus ou moins grand, souple, lax, ce que vous voulez. Et un coup droit, un revers, une flexion, etc. ne sera pas fait par tout le monde pareil. Donc ça, au tennis, il y a des débats là-dessus incessants. Gilles Simon, d'ailleurs, a écrit un bouquin récemment où il critique beaucoup ça. Il dit que les Français ont toujours visé le beau geste et la bonne technique et que d'autres sont beaucoup moins élégants, mais sont performants, en fait, et mieux que les Français. Donc, c'est une question sans fin. Du coup, il ne faut pas chercher la routine technique parfaite. Il faut trouver la technique qui te convient à toi vraiment par rapport à ta morphologie, par rapport à tes besoins du moment. Et sur l'aspect vraiment préparation mentale pure, il faut trouver la technique qui te permettra de cogiter le moins possible dans l'exécution et de trouver le sentiment d'être confiant dans ce que tu fais et d'être dans l'instant présent et d'avoir le sentiment de trouver le bon niveau d'efficacité et de maîtrise du geste, de l'attention et de tes émotions. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il n'y a pas en soi de mauvaise routine. Il y a juste une technique une routine, décidément, qui ne t'est pas adaptée, qui ne te correspond pas. Donc, on la change, tout simplement. Une dernière question. Je crois qu'il n'y a plus de questions à côté, sur le chat non plus. Sébastien Clair, tu es philosophe. Hein. Est-ce que la routine répond à un manque? Pour moi, elle répond plutôt à un besoin qui est le besoin de retrouver le geste automatique dans le sens de
Ne pas être qu'un bon joueur d'entraînement, mais être aussi un bon joueur de match. Ça veut dire en fait retrouver une simplicité d'exécution, de gestes, tout ça naturel que j'ai à l'entraînement, qui sera parasité par le stress ou par les pensées parasites ou par des émotions. Et du coup, la routine, ça sert à contenir ça, je dirais, à, à contrer un peu les pensées parasites, à les mettre de côté pour se focaliser sur une technique, un geste, une émotion, un mot-clé, une cible devant soi, un point particulier, une odeur, une couleur, ce que vous voulez. C'est plutôt ça l'idée en fait. Mais ça, encore une fois, ça marche. Si vous êtes déjà calme, pas trop stressé et concentré, et sur des sports très répétitifs comme ça, comme le golf, tennis, ça marchera un jeu ou deux, mais après ça va s'effondrer. C'est tellement coûteux énergétiquement et d'un point de vue attentionnel que du coup, on peut pas le répéter comme ça à l'infini. Il faut vraiment être un yogi, un maître de la concentration pour arriver à faire ça. C'est très très difficile. C'est pour ça que les grands sportifs, les très grands sportifs dans ces sports-là d'extrême concentration en golf, tennis, en tir, c'est des mecs qui sont pas des yogis ou pas des moines tibétains, mais qui ont une capacité vraiment d'attention, de flow qui est hors du commun, mais qu'ils travaillent par contre, qu'ils travaillent tout le temps et depuis qu'ils sont petits. C'est en ça que je trouve que la préparation mentale doit être intégrée très tôt dans l'entraînement. C'est parce qu'à 5-6 ans, juste avec ça, quand tu apprends aux gamins à mettre en place des routines, tu leur apprends à se concentrer et tu augmentes comme ça petit à petit leur capacité, leurs compétences attentionnelles. Et à la fin, tu en fais des grands champions. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Il est déjà 55. Je vous propose qu'on fait une petite séquence très courte de méditation de 2 minutes que du coup vous pourrez après répéter si vous voulez à l'entraînement pour vos sportifs. C'est très simple. Je vais vous demander juste de faire avec moi la chose suivante. Vous posez les 2 pieds au sol par terre à plat. Vous mettez les mains sur les cuisses. Si vous avez des sportifs qui préfèrent être debout, vous n'avez pas les conditions matérielles de les mettre assis, on se place debout, il n'y a aucun problème. Moi, je reste sur la chaise, je mets les deux mains posées sur les cuisses ou les genoux, je relève le dos de la chaise de façon à ne pas être trop confort. Je vais faire un petit effort de maintien musculaire. Je cherche l'équilibre droite-gauche, en avant, en arrière. Et lorsque je sens que je suis équilibré, je ferme les yeux et je vais simplement me concentrer sur mon souffle. Donc ceux qui ne méditent jamais ou qui découvrent la méditation, il n'y a aucun souci. Essayez simplement de prendre la position debout, assise, même allongée si vous préférez. Et votre travail, ce sera simplement, pour conclure cette séance et ce webinaire, de vous concentrer sur votre souffle. Et pour vous aider, essayez de repérer le mouvement que fait soit votre ventre, soit vos épaules, sur l'inspiration et l'expiration. Vous allez vous rendre compte très vite que vos pensées divaguent, que vous êtes distrait par des bruits autour, que vous pensez à ce que vous avez à faire après, que vous ressassez éventuellement ce que vous avez fait quelques minutes ou quelques heures avant. Peu importe ces pensées. En méditation de pleine conscience, ce que l'on recherche, c'est simplement, dans un premier temps, votre capacité, votre métacognition, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez la capacité de penser à vos pensées, d'être lucide sur le va-et-vient de vos pensées. Puis vous revenez tranquillement sur le souffle, sur le mouvement du ventre, des épaules, ou même de la sensation de l'air qui rentre par les narines et qui en ressort un peu plus chaud.
Et pour terminer, je vais vous aider encore un peu plus. Vous allez essayer de compter vos respirations. Vous inspirez normalement par les narines, vous expirez, vous comptez 1. Vous inspirez, vous expirez, vous comptez 2. Vous inspirez, vous expirez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et vous allez tranquillement bouger les doigts, ouvrir les yeux. Vous pouvez vous étirer, bâiller si vous voulez. Et normalement, si vous avez avec moi fait la séance, vous vous rendez compte tout de suite que votre attention est beaucoup plus posée. Vous devez être à 6, 7, peut-être 8 d'attention, dans le sens où vous êtes calme, ici, sur le présent, ici et maintenant. Et vous avez tranquillement régulé vos émotions et votre attention au sens global avec une micro-séance de méditation. Voilà ce qu'on peut faire du coup en début d'entraînement, aux échauffements, ou des fois même entre les entraînements, parce que c'est très court et que du coup c'est facile à faire. Et ça permet de retrouver du calme, tout simplement. Voilà, je vous dis merci beaucoup pour votre présence ce soir. Vous étiez encore très nombreux, c'est très cool de pouvoir échanger avec vous. J'espère du coup en rencontrer certains prochainement. On prévoit d'autres webinaires avec la team là très vite. On va travailler sur le stress, on va travailler sur d'autres idées que j'ai eues là il n'y a pas très longtemps qui sont sympas aussi. On prépare tout ça. N'hésitez pas à aller, comme d'hab, je vous redis, à aller faire un tour sur le site de Focus. On vous enverra aussi très vite des liens pour les bouquins qu'on sort prochainement. Allez faire un tour sur le groupe Focus, échanger entre vous. Vraiment, n'hésitez pas à partager vos idées, vos outils. Je trouve ça hyper intéressant. Plus on interagit et plus la préparation mentale prend de l'ampleur et plus les sportifs sont bons et, et c'est plutôt cool. Donc, merci à vous. Très, très bonne soirée et à très, très vite.